Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui, cette fois-ci, aura une forme un petit peu différente par rapport à d'habitude parce que ça va être une interview et une interview donc avec ma complice, comparse et grande amie Olivia Ferrand. Si vous m'avez croisée sur un salon, vous avez pu voir Olivia sur mon stand. Ou alors, vous en avez entendu parler, ici sur ma chaîne YouTube. Donc, je trouvais que il était grand temps que vous la rencontriez en vrai. Alors, Olivia, est-ce que tu veux te présenter, s'il te Oui, plaît? bonjour Annette. Alors, je suis effectivement une copine d'Annette depuis, ouf, il y a prescription, je crois, Oui, plus de 10 ans en tout cas. plus de 15, je pense. Bon, si tu le dis. Oui. Je suis artiste textile, après une première existence en tant qu'enseignante de sciences économiques et sociales, donc pas grand-chose à voir. Et il y a à peu près au moment où je rencontre Annette, je me mets à découvrir la maille, le crochet en particulier, et à explorer les possibilités créatives du crochet. J'ai pas tout à fait fini. Annette non plus, je crois. Non. Du coup, ça nous fait beaucoup de sujets de conversation. Du coup, je travaille, je suis un peu des sculptures textiles en fait, qui intègrent essentiellement du crochet et de plus en plus de broderie, un peu de feutrage en fait. Je mélange un peu tous les matériaux pour fabriquer des objets en 3D qui n'ont pas forcément de finalité pratique. Parfois c'est purement décoratif, ça peut aussi être des bijoux. Eh ben, très bien. Ben, on Voilà, va avoir l'occasion de parler de tout ça de un peu plus en développer. détail. Alors, Olivia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que a été ton parcours pour arriver où tu en es aujourd'hui? Alors, j'ai commencé par faire beaucoup d'études, une agrégation de sciences économiques et sociales. Et puis, en fait, heu, depuis toute petite, ce que je voulais, c'était être artiste, en fait, comme beaucoup de gens. Mais comme j'étais bonne élève, je pensais que, c'était vraiment du gâchis de gâcher tous ces talents scolaires à faire, ce que j'avais envie de faire exactement. Du coup, j'ai été enseignante pendant assez longtemps, ce que je regrette pas, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas trop me passer de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc j'ai décidé d'arrêter l'enseignement pour m'y consacrer. Et ça fait du coup euh, depuis 2008 à peu près que j'ai quitté l'éducation nationale. Et que j'explore en permanence, en autodidacte beaucoup, parce que j'ai du coup pas fait du tout de formation artistique. Donc en autodidacte et aussi en échangeant avec des savoir-faire avec beaucoup d'autres gens que je rencontre. Donc, depuis 2008, j'imagine, enfin, je le sais, mais on va dire que j'imagine qu'il y a eu quand même une évolution dans ce que tu fais. Comment tu pourrais nous expliquer un peu ça? Alors, quand on découvre le crochet, l'instinct veut que on fasse d'abord des accessoires. Donc j'ai commencé par faire effectivement des accessoires, parfois des bijoux, parce que, soyons clairs, en fait, quand on commence le tricot ou le crochet, on n'est souvent pas très très au point pour faire des choses, par exemple avec un échantillon précis, comme un pull. Et du coup, j'ai commencé par
créer des modèles, mais du coup, sans contrainte particulière puisque c'était puis comme j'étais amie avec Anat, je pensais aussi que quand on crée un modèle, il fallait compter les mailles pour pouvoir expliquer à quelqu'un éventuellement ensuite comment il pourrait faire la même chose. Et puis ça, petit à petit, enfin, pour moi, c'était assez contraignant en fait. Faut bien dire ce qui est parce que je suis quelqu'un d'assez logique, mais en même temps très intuitive. Et du coup, je trouvais que ça perdait beaucoup de temps de noter ce qu'on était en train de faire, pouvoir l'expliquer à quelqu'un, et puis de faire en sorte que les nombres de mailles soient multiples, je sais pas, de 6, de 4, de 8, de choses comme ça. Enfin, pour moi, c'était vraiment insurmontable. Donc j'ai vite bifurqué. Alors en fait, en 2000, vers 2012-2013, j'ai fabriqué un jour un insecte en crochet, sans compter les mailles et d'une façon que j'étais à peu près incapable d'expliquer à qui que ce soit, mais le résultat me plaisait beaucoup. Et puis à ce moment-là, il y a une amie qui m'a proposé d'exposer dans sa boutique. Elle a une très belle boutique à la Croix-Rousse et elle a regardé sur mon à l'époque, j'avais un blog. Elle a regardé sur mon blog et elle a trouvé que la seule chose qui lui plaisait, c'était cet insecte. Alors j'ai fait comme si j'en avais beaucoup. J'en ai fait plein d'autres pour pouvoir exposer en temps et heure chez elle. J'ai aussi franchi une étape qui consistait à mettre mon travail dans un cadre physique, hein, pas uniquement un cadre intellectuel. Et en fait, bah, c'était une espèce de saut qui consistait à dire, ne le regardez pas comme un objet utile ou comme un jouet, mais regardez-le comme autre chose, en fait. Donc ces cadres, c'était des boîtes d'entomologie qui m'ont à peu près suivi depuis cette période-là. Des vraies boîtes d'entomologie, donc avec un fond sur lequel on peut épingler une pièce. Je t'arrête juste une seconde pour te demander d'où venait cette idée de faire des insectes. Parce que c'est pas forcément, comme tu l'as bien dit, la première chose à laquelle on pense quand on fait du crochet. Mais tout le monde n'en arrive pas là non plus dans leur évolution. Donc d'où venait l'idée de travailler sur les insectes? Alors cette idée, je pense que il y avait une espèce d'éblouissement et d'émerveillement devant la galerie du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui est absolument magnifique, où il y a des insectes dans des vitrines qui ressemblent de façon absolument fabuleuse à des bijoux. Donc c'est une fascination pour ça. Et alors c'est un peu étrange de dire ça, et puis il faudrait parfois que je m'interroge. Mais en fait, je pense que j'étais encore plus fascinée par les insectes présentés comme ça, c'est-à-dire morts, étalés, voilà, plutôt que par les insectes dans leur milieu naturel. Alors peut-être parce que ça tient aussi, vous voyez que j'ai des grosses lunettes, je suis très très myope, donc observer les insectes dans leur milieu naturel, pour moi, c'est pas forcément simple. Mais par contre, du coup, c'était aussi, je pense, parce que j'ai malgré tout une formation sciences humaines, mais un peu scientifique quand même. Et, et j'aimais bien l'idée de cabinet de curiosité, c'est-à-dire un truc où les frontières entre l'art, la science, euh, l'imaginaire se brouillent un petit peu. Puis ça me permettait aussi d'inventer des noms pour les insectes et de céder à une autre passion coupable, qui est le jeu de mots. Et du coup, le côté cabinet de curiosité, il est un peu resté après, depuis, à peu près depuis le confinement. Je pense au moment où tout le monde regardait un petit peu d'un nouvel œil ce qui se trouve à moins d'un kilomètre de chez soi. J'ai beaucoup pris de photos de plantes et j'ai eu
beaucoup envie de m'intéresser au végétal, ce qui était au début pour moi interdit parce que en fait, je trouvais qu'il y avait dans la fleur en crochet quelque chose de d'un peu convenu, mais en fait, à force d'incorporer des techniques pour faire les insectes, j'avais une batterie de choses qui permettaient de faire en sorte que mes fleurs en crochet soient quand même un peu étranges. Oui, pas très convenu. Effectivement, je confirme, on va intégrer des photos, bien sûr, du travail d'Olivia. Pas très convenu, pas très ressemblante aux fleurs classiques au crochet et pas très ressemblante parfois aux fleurs Dans la réelles nature. qu'on voit dans la nature. Ouais. Non, là, je suis en train de travailler sur des fleurs entièrement noires, feuilles noires. Donc c'est pas, effectivement, c'est pas très très courant C'est pas très courant dans la dans le nature, milieu non. naturel. Voilà. Donc après, bah, sinon, ces rencontres aussi, ce qui fait évoluer les créations, c'est les rencontres avec, avec d'autres univers, l'univers d'autres gens et ce qui peut s'échanger. Ce que, je sais pas, un atelier de crochet avec Annette ou un peut déclencher chez moi comme, pulsion créative qui permet d'incorporer des techniques que je glane ailleurs dans ce que je fais moi. Ça part souvent bizarrement, ça part souvent d'une technique ou d'un matériau en fait, ce que je Mm. fais, plus que d'une observation, d'une. Donc effectivement, tu as intégré toutes ces techniques dans ton travail d'artiste. Mais tu es quand même partie de la maille, crochetée Mmh, ou tricotée au départ, et tu as aussi toute un versant de ton activité qui est le travail sur la maille. oui, Et tu nous as dit que tu ne faisais pas au départ, enfin au départ tu faisais des projets utilitaires, mais que tu t'es un peu éloignée de ça pour explorer mmh, d'autres horizons. Mais il me semble que tu tricotes tes pulls quand même, hein. oui, oui. Parce qu'en fait, je crois que j'ai découvert que j'avais un besoin compulsif de fabriquer des choses de mes mains, après avoir pensé pendant un temps considérable que j'étais un pur esprit. Je me suis rendu compte que c'était faux. Et j'ai compensé dans l'autre sens, en faisant, notamment, des pulls. Donc effectivement, et puis j'aime beaucoup apprendre des choses en permanence, donc j'explore, enfin des choses, manuelles en fait, des nouveaux savoir-faire manuels. Et du coup, le fait de tricoter, ça satisfait aussi ces besoins-là. Et puis, je pense que Annette, tu seras d'accord, la supériorité du tricot sur le crochet, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder ses mains tout le temps. Tout à fait, ouais. Du À condition de tricoter des points pas trop, trop complexes quand même, hein. Oui, Mmh. voilà, du coup, c'est devenu mon alibi pour avoir le droit de regarder la télévision le soir. Chose que je n'ai pratiquement pas fait pendant des années de ma vie. Et depuis que je tricote, j'ai le droit de regarder la télé parce que je fais quelque chose en même temps. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et puis, en fait, il y a toujours quelque chose qui me satisfait profondément avec le fait de fabriquer sa matière au fur et à mesure, en fait, de construire, en fait, comme dans le tissage, finalement, mais que je pratique très peu, mais sauf à toute petite échelle pour réparer. Mais il y a le fait de partir d'un fil et d'arriver à une matière complexe, je trouve ça assez fabuleux. Et très lent, j'aime beaucoup les choses très lentes. Oui, c'est fabuleux. Il y a des gens qui consacrent leur vie à ça, hein. Ouais. Genre nous. Et comme je les comprends. Oui. Donc tu as dit que tu faisais un peu de tissage de temps en temps pour réparer des choses, mais en fait, c'est pas, tu répares juste, pas juste un peu de temps en temps, parce que depuis quelque temps maintenant,
une très grande partie de ton activité, c'est, le travail de réparation et notamment de réparation de la maille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors effectivement, j'ai dit aussi à un moment que je ne faisais rien d'utile, c'est pas tout à fait vrai, puisque effectivement, non seulement je tricote les pulls, mais aussi je répare, en fait, les vêtements en général et la maille en particulier. Ça aussi, ça m'est venu pendant le confinement parce que, j'ai trouvé que c'était une période, à la fois très sereine, parce qu'il y avait pas de c'est un peu cynique de dire ça, je sais. Mais en fait, il y avait pas de, d'échéance, pas de deadline. Donc on pouvait, se lancer dans des projets au long cours, mais c'était quand même assez angoissant quand même, cette période. Et parfois, cette angoisse, bloquait toute, création et comme quand même l'endroit où je me sentais le mieux, c'était mon atelier avec je me suis mise à réparer des trous dans des vêtements et à trouver que cette activité était très, très apaisante, parce que je pense qu'il y a pas l'enjeu de faire quelque chose, de A à Z, en démarrant de rien. On démarre de quelque chose qui existe déjà. Puis ma foi, au début, on a un trou et à la fin, on a un vêtement réparé, donc forcément, c'est bien, même si on n'est pas très satisfait de la façon dont on s'y est pris. Et accessoirement, je me suis rendu compte, je pense que ça vaut pour moi, mais à mon avis, ça vaut pour d'autres gens, c'est qu'en fait, on peut faire quelque chose en se mettant pas du tout cette pression esthétique et arriver à la conclusion que le résultat est finalement très beau, avec une part d'aléatoire qui est très importante, puisque l'usure et le trou de mythe, ça suit un schéma que vous n'avez pas dicté au départ. Donc il faut jouer avec cet aléa. Du coup, j'ai trouvé ça très, très chouette, esthétiquement et psychologiquement. Et comme je tricote beaucoup et que j'ai des mythes chez moi, Quelle mauvaise combinaison! et puis que j'avais l'impression que c'était un domaine où il n'y avait pas énormément de savoir-faire, de conseils, de recommandations. Je me suis un peu concentrée sur le fait de réparer la maille, où j'ai développé vraiment j'ai un savoir-faire particulier à transmettre. Voilà. Mais je répare aussi, enfin, des jeans et j'accueille des ateliers chez moi où les gens viennent avec leurs vêtements abîmés et on les répare. Et puis accessoirement, le fait d'être artiste textile, c'est pas mal parce qu'on a quand même pas mal de une sorte de matériothèque qui est dans laquelle on peut puiser, en fait, qui permet de faire face à quand même pas mal de situations de trous. Oui, oui, c'est sûr que d'avoir des matières, sous la main, pour réparer et embellir, parce que je pense que tu t'inscris bien, pour la plupart du temps, en tout cas, on va dire, la mouvance de ce qu'on appelle en anglais «the visible mending». Oui, C'est-à-dire, il s'agit pas de faire, une réparation, imperceptible, mais non. plutôt sublimer, le fait d'avoir, Mm. réparé son vêtement. Ah, j'ai découvert, alors enfin, je pense que je faisais partie d'un vaste mouvement à ce moment-là, mais j'ai découvert effectivement toute l'esthétique autour enfin, inspirée de la philosophie, un peu de la philosophie japonaise du kintsugi, qui consiste à réparer, en fait, on répare des objets en céramique et on les répare avec un mélange de laque et d'or. Et du coup, la réparation est très visible hein, et l'objet c'est un processus qui est très coûteux en temps et en matières premières. Donc l'objet réparé est plus précieux qu'il n'était au départ et on a un peu sublimé ces réparations. Et quand on répare, on consacre un temps, parce qu'on répare
enfin, moi, je répare des choses que j'ai faites, mais je répare aussi des choses que j'ai achetées. On y consacre un temps et un effort qui font que l'objet est infiniment plus précieux à la fin qu'il n'était au début. Et voilà, ça crée un attachement aussi avec le vêtement. Alors, ça comporte un piège, c'est que du coup, on jette plus jamais rien. Et comme je suis pas hyper vertueuse, je continue d'acheter des trucs. Il va falloir que je trouve une solution. Oui, bon, tu as une grande maison en même temps, donc ça fait peut-être partie de la solution et je pense pas que non plus que tu te livres à un shopping effréné. C'est un piège, la grande maison. Oui, moi je Euh, te rejoins vraiment sur le fait que passer du temps sur ses vêtements, que ce soit pour les faire, moi personnellement je fais pas mal de couture pour moi, de manière totalement égoïste, et ou pour réparer, on revient à une sorte de valeur, travail et temps et énergie, consacrés aux vêtements qu'on perd un peu, bah, qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, totalement perdu avec l'évolution de la fast fashion et les vêtements produits à bas coût uniquement par le biais, en fait, d'une exploitation humaine à l'autre bout du monde, qu'on ne voit pas donc quand on achète nos vêtements. Mais je pense que c'est très, très intéressant, ça, le fait que le temps passé sur un objet, hein, mm, pour le kintsugi, ou sur un vêtement, qui est aussi un objet en quelque sorte, bah, que ça augmente sa valeur. tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû dire quand je me suis présentée, c'est que sur quatre grands-parents, j'en avais trois qui étaient couturiers à l'époque où les gens faisaient faire encore leurs vêtements sur mesure parce qu'ils achetaient de moins de vêtements, que l'industrie textile n'était pas surdimensionnée par rapport aux besoins des gens. Et du coup, c'est aussi, en fait, quand je fais un objet d'art, ou enfin, une œuvre en maille ou en broderie ou parfois cousue, j'ai toujours en tête que je visibilise un travail qui est incorporé de façon invisible dans pas mal de choses autour de nous, en Oui, fait. oui, parce qu'on parle d'industrie textile et c'est une véritable industrie, mais il faut quand même savoir que toutes les coutures de tous les vêtements sont faites certes à la machine, mais par une personne derrière cette machine. Donc, c'est pas un travail effectué par des robots, en tout cas pas encore. Oui, puis c'est un travail fortement dévalorisé parce que Mm. féminin, mais en réalité hyper qualifié en fait. Oui, Même les vêtements de mauvaise qualité, souvent ils sont de mauvaise qualité parce que on donne pas aux gens les bons matériaux, les bons fils. Mais il y a quand même du travail qualifié qui entre dedans, un apprentissage, des choses qui se passent dans des conditions physiques très éprouvantes. Et en fait, bah, ça, quand on le fait, nous, dans des conditions relativement très très agréables, on mesure en fait le travail et on apprend à ne plus dire c'est cher quand on voit un vêtement qui est fait dans des conditions correctes en fait. mm. Bon, tu nous as parlé donc de cette réparation décorative, on Ouais. va dire de la maille. Tu fais aussi, tu retravailles aussi sur la maille En, bro- sans viser la réparation, mais en brodant. en broderie. Alors, il y a une continuité quand même parce que la broderie, c'est aussi c'est ce que j'ai mesuré en fait en réparant, en renforçant, c'est que la broderie est aussi une technique de renforcement en fait, puisque on rajoute une couche de fil sur une base textile qui existe. Et sur la maille, en fait, il y a quelques spécificités en fait quand on brode sur la maille, parce que c'est un matériau qui déjà, alors si on prend un jersey par exemple, ça représente une sorte de grille sur laquelle on peut
naviguer en fait en jouant avec les mailles déjà existantes. Et puis c'est aussi un matériau sur lequel on peut pas tracer en fait, on peut pas suivre un dessin préétabli. Donc ça peut être très angoissant, ça peut être aussi assez libérateur. On peut du coup s'autoriser à broder assez librement. Accessoirement, broder avec de la laine, c'est très gratifiant parce que la laine est gonflante, beaucoup plus que le coton. Et du coup, ce qu'on perd en définition, en précision, on le gagne en spectaculaire et en volume. Et je trouve ça assez chouette. Donc j'ai développé différentes approches et puis aussi j'ai découvert, comme beaucoup de gens récemment, j'ai découvert Vinted et du coup, je trouve ça chouette de trouver un pull de très bonne qualité en pure laine à 5 ou 10 euros parce que les gens n'aiment pas la pure laine, ça gratte. Et après, d'en faire, bon, souvent c'est des pulls d'hommes parce que ils sont souvent, c'est très injuste, mais ils sont souvent de meilleure qualité que les pulls pour femmes parce qu'ils sont plus épais. Et du coup, ils sont pas très fantaisistes ils offrent assez peu de fantaisie à la base et du coup, on peut broder un message, se l'approprier, et le rendre un peu plus drôle. Voilà. Drôle et beau. Et beau. Ou, ou drôle, juste. Ou juste drôle. Donc, bah voilà, on va parler un petit peu de nos projets en commun parce que on en a pas mal. On en a déjà eu beaucoup dans le passé et on continue. Donc, la prochaine chose qu'on va faire ensemble, ça va être assez vite d'ailleurs, c'est le premier week-end de février. On propose un stage, donc co-animé par nous deux sur des thématiques qu'on va vous expliquer. Et ce stage aura lieu à Mont-Saint-Jean, qui est un tout petit village très très beau dans la Côte d'Or, donc dans la Bourgogne un peu ouest, pas très loin de Châlons, Dijon, etc. Et voilà. Donc ça sera un stage sur 2 jours. Donc toi, tu vas proposer quoi comme atelier? Alors, moi, je vais proposer de réparer et broder la maille, euh, dans la continuité de ce dont je viens de parler. Donc je propose, en gros 3 choses différentes. La première c'est de repriser en fait, de repriser les la maille, c'est-à-dire, bah, un peu dans l'esprit de ce qu'on le voit un petit peu à l'écran, voilà. C'est un sorte de tissage en fait. Voilà, Mmh. on introduit en fait un pull qui est tricoté, on introduit du tissage et ça je le ferai vraiment je le propose vraiment sous forme de cours, c'est-à-dire que j'amène un échantillon et on travaille sur Et donc il faut quand même savoir. Donc c'est du tissage avec une aiguille à laine il y a- et le tissage en question, bah, c'est croiser des fils en fait, voilà, il hein. n'y a aucun prérequis en fait, j'explique juste avec, du coup, je le fais parce que l'expérience de mes ateliers, c'est que la maille industrielle peut être un peu délicate à réparer parce elle est très fine. Donc, je propose de le faire sur un échantillon que j'ai tricoté moi-même et qui est du coup suffisamment gros et puis en plus clair. Parce que vraiment, la première chose que les gens aiment à réparer, c'est souvent un pull très fin et noir. Et du coup, bah, c'est Pour faire ses premières armes, c'est peut-être un peu délicat. Après, une fois qu'on a voilà, expérimenté la chose, tout à fait. on peut se lancer dans Voilà. d'autres Et choses, du hein. coup, je propose ça. Je propose aussi une technique qui est le point de reprise, c'est quelque chose qui est donc un tissage, c'est quelque chose qui évidemment peut s'intégrer dans n'importe quel textile. Et là, en l'occurrence, je vais le montrer vraiment sur de la maille, parce que pour l'intégrer dans la maille, il y a quelques astuces. Voilà. Et après,
quand on souhaite conserver les propriétés de la maille, parce que le tissage, contrairement à la maille, c'est pas élastique, on peut aussi utiliser un point qui reproduit la maille de jersey, en fait, ce qu'on appelle le Swiss darning. En français, j'ai trouvé j'appelle ça point de maille, mais Oui, je crois que mm, c'est l'appellation que j'ai vue le plus l'appellation souvent aussi, ouais, officielle. ouais, ouais. Enfin, officielle, Hein. courante. Si Annette dit que c'est officiel, pour moi, c'est Oui, mais officiel. c'est pas officiel parce qu'il y a pas d'appellation officielle. Voilà, et du coup, c'est quelque chose qui est un petit peu plus délicat à manipuler pour réparer directement un trou. Donc, je commence par le montrer en renfort d'une maille de base. Puis après, petit à petit, je vous amène à l'utiliser pour réparer un trou. Mais donc en renfort, ça veut dire que si on a une partie usée Tout à sur, fait. sur une chaussette ou sur un autre accessoire, vêtement en maille, on peut utiliser Tout ça à sans trop fait. de C'est même difficulté. au début conseillé de l'utiliser comme ça, plutôt en renfort que Mm. directement sur un trou, où ça peut être, notamment quand les mailles sont fines et que les bords du trou sont un peu réguliers, ça peut être un petit peu casse-tête au début. Et c'est aussi une technique, enfin c'est une technique qui ouvre vraiment aussi des possibilités de décoration d'un pull uni ou de, et ça peut aussi se substituer à des motifs très compliqués de jacquard ou d'intarsia, parce que si vous tricotez, vous savez que quand on a beaucoup de couleurs par rang, par exemple, ça peut commencer à devenir un petit peu compliqué. Et donc, ça peut être une technique qui permet de rebroder Mm. une couleur d'intégrer plein de couleurs. On peut broder un motif avec 18 couleurs différentes, y compris 18 couleurs différentes par rangée de tricot si on a envie, puisqu'on n'est pas, on n'a pas les petits pelotons qui traînent, On tricote pas en fait, on voilà, brode. on Voilà. brode. Et du coup, on peut utiliser vraiment son pull comme un canevas, en fait, pour faire quelque chose d'autre. Donc, ça peut être une technique purement décorative et pas uniquement la reprise aussi, mais la reprise est vraiment plus traditionnellement utilisée en réparation. Et puis après, je peux vous montrer aussi, et ça c'est la troisième chose que j'ai proposée, de broder vraiment le tricot avec des points très très simples, hein. C'est vraiment pas des- En gros, il y a trois ou quatre points qui combinés permettent de créer beaucoup de motifs différents et qui sont donc c'est des points qui sont non spécifiques au tricot pour le coup, mais qui avec de la laine donnent des résultats très très spectaculaires. Donc le jeu c'est par exemple jouer sur les épaisseurs de fil, les textures et toutes sortes de choses que ne permettent pas vraiment les moulinets DMC, en fait. Voilà. Ok. Et donc, c'est un stage à la carte. Donc, on peut faire une partie avec Olivia, une partie avec moi. Sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers la présentation du stage où vous avez toutes les informations pratiques, le lieu, comment s'inscrire, combien ça coûte, etc. Et aussi vers le planning qui vous permet à la limite de faire votre petit programme personnel du week-end. Donc, moi, ce que je vais proposer à ce stage qu'on a appelé Jouer avec les mailles et les couleurs, c'est deux techniques couleurs au tricot, donc uniquement du tricot pour ce week-end-là. Et c'est le jacquard qui est une technique relativement simple. On va tricoter du jacquard en rond parce que c'est la façon la plus facile de le faire. Vous pouvez effectivement rebroder dessus au point de maille si vous voulez intégrer plus de couleurs. Vous avez la possibilité de travailler sur l'un ou l'autre de modèles que je présente.
Et vous pouvez aussi profiter de ce week-end pour apprendre le tricot mosaïque. Alors, le tricot mosaïque, c'est aussi un tricot couleur, mais là, contrairement au jacquard, où on fait suivre derrière son travail le fil qu'on n'utilise pas et qu'on change plusieurs fois sur le même tour ou rang les deux fils de couleur qu'on utilise. Le tricot mosaïque, c'est encore plus simple parce que vous tricotez chaque fois uniquement avec une couleur. Sur chaque rang, c'est qu'une couleur et le motif s'obtient par un jeu de mailles glissées. Donc ça, c'est pour le stage à Mont-Saint-Jean. Donc c'est le premier week-end de février. Donc ça, c'est ce qui va arriver très vite là. Ensuite, tu as la gentillesse pour la troisième année de suite de m'accompagner faire un salon à Madrid qui s'appelle Love Yarn Madrid. Et c'est un salon qu'on fait depuis sa première édition. Et bon, voilà, Hablamos espagnol muy bien. muy bien, oh, muy bien, mucho mejor. Ahora, bon voilà, on a un petit peu appris l'espagnol. On espère avoir peut-être un petit peu d'aide de traduction par notre copine Bélène qui sera peut-être avec nous. Mais sinon, on se débrouille, hein. On se débrouille. On a Claro que sí. claro que si. Et donc, bon, voilà, c'est un week-end. Donc, c'est du 14 au 16 février, si Oui, je me trompe ça vient pas. aussi très vite. Ça vient très vite. Et bon, voilà. Si vous avez l'occasion de faire un détour par Madrid, ben, on vous accueille avec plaisir sur le stand. Et voilà, c'est un peu la petite aventure internationale qu'on se permet toutes les deux. Et merci, merci, merci à Olivia de m'accompagner parce que toute seule, je saurais pas faire. Et après, on va revenir en France. Donc là, c'est un petit peu plus loin, mais je pense qu'on va en parler dès maintenant parce Oui, qu'il y a déjà beaucoup de personnes intéressées par ce stage-là qui va se faire donc du 7 au 9 juin. Je crois que c'est le week-end de la Pentecôte, hein. oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est dans un tout petit village dans le sud du Doubs, limite Jura. Donc, qu'on va co-animer, pas seulement à deux, mais à trois, avec Justine Nanco, qui est artiste textile et qui est basée à Strasbourg. Donc, ce lieu est en fait entre Lyon et Strasbourg, et d'ailleurs sur la route pour pas mal de gens. Donc, euh, c'est euh, c'est accessible. Et ce week-end va s'intituler Se bijouter. Voilà, donc je crois que la thématique nous permet en fait à toutes les trois de d'apporter notre savoir-faire à au projet que vous avez vous en fait, de créer un bijou textile qui sera ce que vous avez envie qu'il soit. Et chacune d'entre nous, en fait, pourra contribuer, en fait. Donc, c'est pas trois, trois ateliers séparés, c'est vraiment chacune d'entre vous qui piochera ce qu'elle peut apprendre auprès de chacune d'entre nous. Donc, moi, plutôt en broderie, perlage et choses de ce genre. Toi, Tricot au crochet, les deux. Je peux vous fournir des petits modèles complets, mais aussi des éléments de tricot et de crochet qui pourraient s'intégrer avec d'autres éléments que vous fabriquerez avec Olivia ou Justine. Et Justine, bah, elle fait tout, elle. et Justine, oui, elle brode aussi, elle coud beaucoup, elle travaille beaucoup le volume. Mm. Elle a un univers très joyeux et assez enfantin. Et en fait, l'idée, ça va être vraiment que vous piochiez un peu que vous preniez un peu de chacune d'entre nous pour. Un peu le propre de Justine aussi, c'est de travailler avec beaucoup de matériaux de récupération. Tout à Donc fait. ça apporte aussi vraiment une dimension très Voilà. intéressante aux Donc, pièces. on va vous demander d'amener des choses qui peuvent servir de point de départ à l'inspiration, des tissus que vous aimez bien, des boutons, des choses comme ça. Et puis nous, on amènera dans nos valises à roulettes des choses aussi qui peuvent
vous inspirer des perles, du fil, voilà. Puis comme c'est un peu loin de tout, c'est aussi un week-end de convivialité, de partage, parce qu'on va un peu vivre ensemble pendant Exactement. 3 jours. Et puis apparemment, je crois que c'est aussi dans un endroit très beau, Hmm. près d'une source, donc Ça gâche rien, hein. avec on espère bien prendre un peu de temps d'explorer autour et visiter avec vous. Voilà. Donc je vais bien sûr mettre toutes les informations sur le stage qui seront accessibles par un lien dans le descriptif de la vidéo. Donc ça, c'était un peu ce qu'on va faire ensemble dans les semaines et mois à venir. Mais toi, ta propre actualité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as en route pour les semaines qui viennent ou peut-être les mois? Alors, en termes d'exposition, dans les mois qui viennent, et ça vient très vite, ça ne laisse pas de m'angoisser un peu d'ailleurs, parce que je suis pas encore tout à fait prête. Ça, c'est normal. On n'est jamais prête, hein, en fait. L'actualité la plus brûlante, c'est ma participation à une très belle exposition collective qui réunit 40, je crois qu'on est plus de 40 artisans d'art au musée de Fourvière sur le thème noir impérial. Donc à Lyon, Voilà, vraiment très centrale sur l'une des deux collines lyonnaises. voilà, c'est un musée qui est normalement consacré à l'art religieux, mais qui accueille des expositions tout à fait profanes, comme la Hmm. nôtre. Et Noir impérial, c'est aussi très lyonnais, parce que c'est un hommage à un procédé de teinture chimique qui a permis à la famille Gillet, qui est une grosse famille d'industriels lyonnais, de démocratiser la teinture noire. Et ça a fait leur fortune qu'ils ont consolidée ensuite en développant un certain nombre de brevets autour de la soie artificielle, qui est, au bout d'un moment, ils ont plus eu le droit d'appeler soie artificielle pour ne pas contrarier les soyeux lyonnais qui estimaient que c'était pas la même chose, et à juste titre. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, ils ont développé tous ces procédés qui permettent de faire des viscoses, a priori, je crois, Hmm. en fait. Hmm. Voilà. Acétate, phosphore dans ce domaine-là, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Je connais pas bien, mais Voilà, donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet d'exposition, ça sera de retrouver avec grand plaisir une amie commune, d'Annette et moi, qui organise à Strasbourg un très beau salon qui s'appelle Talent, qui est consacré à la broderie d'art. Donc, il y a, pareil, je crois, une quarantaine d'exposantes. Je vais dire des exposantes, parce que je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 hommes, mais voilà. on est quand même une La écrasante majorité majorité. l'emporte. Et du coup, ça sera à Strasbourg. J'ai mangé la date exacte, mais on la mettra peut-être dans Tout sera dans le descriptif. là. En dessous, là, sous la Voilà. vidéo. Voilà, ça c'est vraiment les actualités à très court terme. Et après, ça devrait être un peu plus tranquille et reprendre en septembre. Oui, mais proposes aussi des ateliers dans ton atelier. Oui, Donc voilà, tu peux alors peut-être en parler un petit peu parce qu'il y en a propose, tout le temps. je propose effectivement régulièrement des ateliers dans mon atelier. Alors, il y a quelque chose qui se déroule vraiment tout le temps, parce que ça, c'est les soirs en semaine pour permettre à tout le monde de venir après le travail. Et ça tourne. En fait, c'est vraiment un peu une sorte comme une sorte de club où on vient quand on veut. Et en fait, on vient avec enfin, après, cette Faut fois-ci, s'inscrire, faut oui, s'inscrire. parce que mon atelier est grand, mais la place n'est pas quand même infinie, donc il faut quand même préciser qu'on va venir. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver avec soit un vêtement abîmé, ça, c'est la majorité
des cas. Bénéficier de conseils, piocher un peu dans les matériaux dont je parlais tout à l'heure, pour avancer, et puis, pas faire ça tout seul dans son coin. Voilà, donc c'est à la fois, se donner un peu d'élan pour le faire, avoir des conseils techniques et puis avoir des ressources. Et puis l'autre chose que certaines personnes font, c'est un peu un accompagnement. Vous avez commencé une broderie ou ça peut être un atelier qui a été commencé chez moi et puis vous n'êtes pas fini. Du coup, vous êtes un peu démuni pour le finir tout seul. Et du coup, bah, je vous aide, je vous accompagne, je vous encourage. Parfois, c'est simplement juste la pression du groupe et d'avoir du monde autour Oui, pour et s'y mettre. c'est un moment consacré à ça. Donc là, on prend le temps, on s'y Exactement. met et on termine, par exemple, Voilà, un ouvrage qu'on a laissé un peu en route. ça fait un petit sas de décompression pour pas mal de personnes. C'est un petit sas de décompression aussi j'ai l'impression, entre le boulot et la soirée. Donc, Et donc ça se passe dans ton ça, atelier qui est situé à Scaluire. c'était à Caluire. Alors, il a pas mal d'avantages parce qu'il est très accessible en transport en commun, en fait. Je suis à un quart d'heure en bus de la Pardieu et pareil de la Croix-Rousse. C'est assez pratique. Et puis, il n'y a pas de problème de stationnement non plus si on Hmm. prend la voiture. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait ce stress en moins. Voilà. Puis, là, il y en aura pas vraiment ce trimestre, mais j'accueille aussi régulièrement des ateliers d'autres artistes chez moi, les week-ends, sur un jour, 2 jours. Euh, Là, dans les mois qui viennent, alors j'ai pas encore les dates précises, mais outre Annette, qui est une invitée régulière de l'atelier, il y aura Stéphanie Baudin. Je mettrai les liens. On n'a pas encore arrêté la date. Qui devrait revenir, qui est déjà venue une fois, qui est une artiste qui pratique le feutrage non traditionnel à l'aiguille, un peu de feutrage mouillé aussi, mais essentiellement à l'aiguille. Clémence Gueb, qui est une artiste textile avec qui j'ai en commun une passion pour les insectes, qui devrait venir faire son premier atelier à la maison. Et puis ça serait, je pense, au deuxième trimestre. On n'a pas encore les dates exactes, on vous Ouais. dira. Je pense que pour ces ateliers-là, donc il y a les ateliers en semaine après le travail, donc ça Hmm. s'adresse quand même plutôt aux personnes, aux Lyonnais et aux Lyonnaises, donc personnes qui peuvent venir localement, passer un moment. Les ateliers de week-end que tu animes avec des gens qui viennent parfois de très loin et les gens qui viennent suivre l'atelier aussi peuvent venir de plus loin, c'est sur le week-end, donc ça mérite le voyage, comme on aurait dit dans le guide Michelin. Et du coup, je pense que le plus simple, en fait, si on est intéressé par ce genre de choses, Oui, c'est s'inscrire à sa newsletter, en fait. de vous inscrire à ma newsletter. Il y a aussi, alors comme j'ai une personnalité à facettes, j'ai 2 Instagram. J'en ai un sur on mettra les liens aussi. J'en ai Bien un sûr. qui présente vraiment mon travail d'artiste et un qui est plus centré sur les ateliers. Donc, mon travail d'artiste, c'est Olivia Melosouk. C'est un, un hommage à feu mon blog qui s'appelait Le Souk. Et il y a les ateliers du Souk qui sont consacrés aux ateliers. Donc, on mettra les liens. On met les liens dessous, donc vous pouvez Voilà. suivre Olivia soit par sa newsletter, soit par ses Instagram, parce qu'il y en a deux comptes, soit Voilà. Et par les puis, deux. et puis, si vous allez voir l'Instagram, du coup, vous allez avoir un petit aperçu des gens qui sont déjà passés par l'atelier. Et il y a vraiment des choses assez incroyables qui se sont Mm. passées. En fait, une artiste lituanienne qui est venue. Tina Marais, qui est une artiste sud-africaine qui vivait au Québec et qui maintenant vit à Lyon. Voilà. Et du coup, j'ai accueilli aussi des stagiaires qui venaient parfois d'assez loin
pour, voir ces artistes et ça, c'est chouette. Enfin, moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Oui, bah, et puis, pour avoir participé à un certain nombre de ces ateliers et stages-là aussi, me c'est vraiment, vraiment, des très bons moments, à la fois d'apprentissage, d'échange, on rentre, vraiment dans l'univers de chacune de ces artistes et ça demande pas forcément, des connaissances au préalable Ah très non, non, très avancées, hein. c'est, enfin, ce sont vraiment des ateliers grand public donc bon, on a eu quelques ouais, des choses un petit enfin là, peut-être, des choses un peu qui s'adressaient vraiment à des gens qui avaient des objectifs de création, mais en général, on vous prend là où vous êtes et on vous prend par la main pour vous amener un petit peu plus loin, enfin, Bah, si. voilà. Et Et ben puis voilà. c'est un bon support de papotage aussi. Oui, ça de passer un C'est bon super. moment ensemble, hein, ça fait jamais de mal. Bah, écoute, Olivia, merci beaucoup. Ben Merci pour merci ton temps. Annette. Bah, voilà et merci à vous de nous avoir regardés, jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un format un peu différent, donc j'espère que ça vous a plu et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé. Et si, vous aussi, un jour, vous avez eu envie de crocheter un insecte ou une fleur étrange, vous pouvez le partager avec nous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Au revoir.